Hello la canaille, comme promis aujourd'hui on s'attaque au dossier Airbus et je dois dire que j'ai été surpris par cette entreprise, positivement surpris. Je m'attendais à une grosse locomotive sans croissance, un espèce d'éléphant inerte comme Total Energy ou Air Liquide, et en fait non pas du tout, il y a des ressorts de croissance intéressants pour le futur. Donc l'objectif du jour c'est de revenir, vous savez bien, sur le business de la société, les états financiers, l'action Airbus et une page de stratégie et conclusion si on devait investir. Disclaimer, blabla, ce sont pas des conseils d'investissement, je vous partage mes analyses et ma méthode de travail, on perd pas plus de temps et on y va. Donc niveau business, Airbus c'est 65,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023, avec un gros bloc aviation civile pour 73% du total. Ce morceau, sans surprise, il consiste en l'assemblage et la vente d'avions de ligne, donc la 320 que vous connaissez, la 350, la 380, etc., qui sont utilisés vraiment partout dans le monde. Sur la partie hélicoptère, il s'est vendu pour 7 milliards 300 millions de Guépard H160, de Sea Tiger NH90, de Tiger M3K, etc., qui sont des hélicoptères de combat. Mais Airbus produit aussi des hélicoptères civils, les pompiers pour les feux de forêt, les hélicoptères du SAMU, etc. Le troisième bloc va concerner la défense. Ça pèse quand même pour 18% du total, donc pas négligeable, pour 11 milliards 495. Et là, on va avoir des avions militaires comme le C-295 Cargo, l'Eurofighter Typhoon et l'A400M. Sur le marché, il n'y a pas que Dassault Aviation et le Rafale. Airbus est aussi un très gros acteur. Dans cette section, on retrouve aussi le volet Space, donc là on aura le programme Ariane, et Airbus va assembler des modules spatiaux, créer le fuselage, les lanceurs, machin. Enfin, dans cette section, c'est important de le noter, on retrouve aussi les activités de la filiale MBDA, dont Airbus possède 37,5% du capital. Cette filiale, elle est très importante, c'est le fabricant de missiles. Bah oui, on a des avions militaires, maintenant il faut pouvoir les équiper avec de l'armement. En ce qui concerne les avions, je voulais savoir combien ça coûte. C'est vrai, c'est bien de dire que Airbus vend des A320 et compagnie, mais c'est toujours intéressant d'un point de vue business de regarder le prix des biens que l'entreprise produit. Alors j'ai fait des recherches et je vous ai compilé ça dans un tableau. Pour les avions civils, ça date de 2018, donc sûrement pas les prix les plus à jour, mais voilà, ça donne une idée. On a la 380 qui vaut pratiquement 450 millions d'euros. La 320, ça coûte environ 101 millions d'euros. La 330, c'est déjà plus fat comme avion, ça coûte à la louche 238. Et la 350 pour 317 millions. Donc imaginez-vous, vous êtes une compagnie aérienne, vous avez besoin de renouveler votre flotte, bon bah ça va vous coûter un bras, c'est clair. Pour ce qui est des avions militaires, un C-295 c'est 106 millions d'euros, un Typhoon ça coûte 124 millions, et l'A400M, le gros boss là, ça coûte 135. Alors les clients c'est qui ? Bah les armées du monde entier évidemment. À fin 2023, on a par exemple eu 299 commandes pour le C-295 Cargo. L'Inde en veut 56 à elle seule typiquement. Le Typhoon, lui, il y a 680 commandes en cours. Qui en demande ? Le Qatar, le Royaume-Uni, l'Espagne et plein d'autres pays. Alors ce qui est intéressant, soit dit en passant, c'est que pour les pays de l'Union Européenne, on a des subventions. Je disais qu'un Typhoon ça coûte 124 millions d'euros, mais ça c'est le prix pour les étrangers. Pour les pays européens, c'est 50 millions. Pourquoi ? Là, c'est pour des raisons stratégiques et politiques. Il faut que l'Europe puisse se défendre, il faut qu'on puisse s'équiper facilement, surtout dans un contexte de guerre en Ukraine. Alors ok, tout ça, on a parlé des clients sur la partie aviation militaire, mais sur la partie aviation civile, qui est quand même le bloc majeur des activités de Airbus, où est-ce qu'on en est ? Eh bien évidemment, ce sont les compagnies aériennes, les clients et lesquels, le rapport annuel nous dit qu'à ce jour, Airbus s'est engagé auprès des sociétés suivantes. Donc là, ils affichent que ceux avec qui ils ont des commandes d'au moins 50 appareils. Et le premier, c'est Indigo, la compagnie indienne low cost, qui souhaite 500 avions. Donc un gros morceau. Puis Air India. Donc on voit que l'Inde est quand même très demandeuse. Ensuite, on a Turkish Airlines, EasyJet, etc. Mais ça, c'est les commandes uniquement, c'est pas la production, c'est pas le nombre d'avions qui a été livré en 2023 par Airbus. Pour ce qui est des livraisons, on en a eu 735 en 2023. Contre 661 et 611 les années précédentes. Ce qui prouve que les capacités de production de Airbus ont progressé. Donc c'est un très bon point pour nous investisseurs, ça démontre qu'il y a de la croissance.
Enfin, pour ce qui est des hélicoptères, les livraisons sont par contre restées relativement stables, et sur le volet aviation militaire, on peut même dire qu'on est un petit peu en baisse. Alors un rapide coup d'œil au chiffre d'affaires par région. Airbus est exposé principalement à l'Europe, c'est logique, mais la part en Europe est stable, tandis que la part en Asie était croissante, de 15,4 milliards à 18,7. Et là, ça ne doit pas nous étonner, avec ce qu'on a vu précédemment, que les compagnies indiennes sont les deux plus gros clients. Voilà, c'est ça qui est intéressant quand on lit le rapport annuel, on arrive à mettre en perspective les chiffres les uns avec les autres et on a une vraie compréhension du business. Alors je ne vais pas vous enquiquiner avec des détails techniques, mais pour ceux que ça intéresse, moi à titre personnel j'ai trouvé ça passionnant. Dans le rapport, Airbus détaille les caractéristiques de chacun de ses avions. La 320 par exemple, maintenant je sais que ça a été mis en service en 1988, avec un nombre de sièges compris entre 140 et 170 selon les modèles, et une portée effective de 6200 km. Une longueur de temps, une largeur de ceci, bref, on a tous ces renseignements pour tous les types d'avions. C'est super cool de leur part de publier ça. Bref, tout ça, ça nous emmène au carnet des commandes, le backlog en anglais, et ça c'est une information cruciale, c'est l'un des indicateurs les plus importants à suivre si on s'intéresse à Airbus. C'est quoi ce truc ? C'est le montant exprimé en milliards d'euros qui est en attente de production, le carnet de commandes quoi. À fin 2023, Airbus a pour 554 milliards d'euros d'avions à produire. Donc il y a du boulot, il y a de la production à venir. Cet indicateur il est important parce que du coup il donne une idée du chiffre d'affaires à venir. Donc on est content de le voir augmenter d'année en année. Ça veut dire qu'il y a eu des commandes supplémentaires. Mais si on est content de le voir augmenter, on est aussi content de le voir diminuer. Pourquoi ? Parce que le montant en backlog, d'une certaine manière, ça montre aussi que la production a augmenté. Simplement parce que si l'avion est produit et livré, il reste plus dans le carnet de commandes. Donc quand le backlog baisse, ça veut dire que Airbus s'est bien acquitté de ses commandes. Alors que si ça grossit sans arrêt, certes ça montre qu'il y a des commandes qui sont passées par les clients, qu'on accumule de la demande, mais si on n'est pas fichu de produire les avions demandés, ça sert à rien. Donc le backlog, c'est un indicateur extrêmement important, mais ça s'analyse pas de manière manichéenne en disant si ça monte c'est bien, si ça baisse c'est dommage. Alors à fin 2023, le backlog de 554 milliards, il contient quoi ? Essentiellement les commandes d'avions commerciaux, pour 490 milliards. Donc presque tout au final. Les hélicos c'est 21 milliards et la défense 42 milliards. Et la question qu'on se pose, nous investisseurs, c'est de savoir à quelle vitesse ce backlog va diminuer. Et Airbus estime que pour 2024, ils arriveront à écouler 9% de leur carnet de commandes. Donc sur les 554 milliards, ils pensent pouvoir convertir pour 49,86 milliards d'euros de commandes converties en chiffre d'affaires concret. Pour nous investisseurs, c'est une information de très grande valeur. On sait déjà que Airbus réalisera au moins, allez on arrondit, 50 milliards de chiffre d'affaires sûr. Ça c'est déjà assuré. Donc on sait que le chiffre d'affaires va pas s'effondrer cette année. Un dernier mot sur la description de l'entreprise. Je vous affiche le nombre d'employés, c'est toujours intéressant. À fin 2023, on a presque 148 000 personnes qui travaillent au sein du groupe Airbus. Donc on est sur un très grand groupe. En légère croissance, c'est vrai, c'est pas foufou, mais quand même. Depuis une dizaine d'années, ça recrute. C'est bon signe. Alors tout ce que je vous ai raconté là, c'est évidemment à mettre en perspective avec Boeing, le seul véritable concurrent. Mais à ce jour, Airbus, qui a longtemps été derrière, a repris du poil de la bête et contrôle désormais 54% du marché. Et si on compare les livraisons, je vous disais plutôt que Airbus a livré 735 avions civils en 2023, tandis que Boeing est quand même en dessous, avec 528. Et on peut même dire qu'ils ont eu plusieurs années très difficiles. Bon, il faudrait lire dans le détail le rapport de Boeing, ce que j'ai pas fait, pour être transparent, mais pour ceux qui comptent investir dans Airbus, avoir une vraie base de comparaison avec Boeing, c'est essentiel. Finalement, je vous affiche nos 4 graphiques historiques. On a le chiffre d'affaires qui augmente lentement, mais sûrement depuis 2008. Voilà, j'essaye d'avoir une vision long terme. On a 15 ans d'historique, c'est pas mal. Les profits, c'est intéressant, on a aussi une croissance, mais elle est plus prononcée que celle du chiffre d'affaires. Donc, amélioration des marges. Alors ok, on a un creux sur cette période, là, ici, c'est le confinement lié au Covid, sans surprise. Les usines sont fermées, donc pas de production, pas de livraison, tout simplement. Le total asset, pareil, ça augmente tranquillement, on est content. Et puis, un dernier graphique, si on combine l'earning per share avec le dividende par action en rouge, on obtient ce chart. Comme ça, on a une bonne visibilité de combien représente le dividende en proportion des bénéfices. Ok,
Si on passe à la partie état financier, en ce qui concerne l'income statement, on a les résultats suivants. Le gros bloc qui tue le chiffre d'affaires, c'est le cost of sale, le coût des ventes. Alors ça comprend les salaires des techniciens et des ingénieurs, le coût des matériaux et des équipements. Le moteur, par exemple, qui va équiper un avion, il est produit par une boîte comme Safran. Donc évidemment, ça coûte une blinde. Équiper le tableau de bord en électronique, inclure du software, des systèmes de sécurité, des climatiseurs, etc. Non mais ça coûte un bras sérieux. Mais il reste quand même une belle marge brute de 10 milliards d'euros, sur laquelle on va quand même payer 3 milliards 200 millions pour la recherche et le développement. En augmentation par rapport à l'année dernière, et même par rapport aux autres années d'encore avant, je m'en suis assuré. Ça traduit quoi? Que Airbus n'a pas l'intention de se reposer sur ses lauriers, et qu'elle veut investir dans sa croissance, développer des avions encore plus performants. Mais voilà, à la louche, ça bouffe quand même un tiers de la marge brute. On se retrouve avec un EBIT à 4 milliards 603 millions d'euros, qui n'est pas très affecté par les dépenses financières, parce que les revenus de 728 millions compensent les dépenses de 753, à peu de choses près. Donc ça vous donne un indice que Airbus a sûrement assez de fric pour éponger ses dettes. Pourquoi? Parce que Airbus paye des intérêts sur sa dette, évidemment, mais elle a de l'argent de l'autre côté qui est déposé sur des comptes et qui lui rapporte aussi des intérêts. Donc l'un dans l'autre, ça va, ça s'équilibre. Mais quand même, on s'en assurera en étudiant le bilan juste après. Et puis bon, on a 1 milliard 156 millions d'euros d'impôts, donc Airbus finit l'année 2023 avec 3 milliards 6 de bénéfices nets. C'est très très fort. Sur le bilan, on est relativement stable. On passe de 116 milliards ou presque à 118 871. Ok, bon, ça n'a pas franchement fluctué. Premier truc, direct, le coup d'œil rapide, c'est le montant de current liabilities versus current assets. Là-dessus, on est bon. Airbus a assez d'actifs court terme pour faire face à ses dettes de court terme. Maintenant, on va parler d'un truc très important, ce sont les inventaires. Parce qu'on en a quand même pour 33,7 milliards d'euros, c'est le plus gros item du bilan. Et ce qui est intéressant, c'est que cet inventaire, on a la décomposition dans le rapport annuel. Et dedans, on trouve quoi? On trouve du work in progress, essentiellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a pour 19 milliards et demi d'euros d'avions en cours de construction. Nos inventaires, c'est aussi des matériaux de base. Il faut du métal pour les ailes, il faut de la mousse pour rembourrer les sièges, il faut des plastiques, il faut des pièces détachées, blablabla. Et puis on a pour 3 milliards 800 millions d'euros d'avions effectivement terminés, les finish goods, qui sont dans les hangars en attente d'être livrés. Enfin, on a des paiements effectués d'avance. Pourquoi ça rentre dans la case inventaire? Parce qu'il s'agit de fric qui a été dépensé par Airbus pour acquérir auprès de ses fournisseurs des éléments nécessaires à la construction des avions. Mais ces éléments n'ont pas encore été fournis. Mais voilà, en attendant que ces éléments arrivent chez Airbus, on affiche quand même la valeur de ces éléments. Ça peut être quoi? Les moteurs de Safran par exemple. Airbus a déjà payé pour les turbines, mais Safran les a pas encore livrés. Là on achète des moteurs d'avion, c'est pas comme des baguettes de pain. C'est pas je rentre dans la boutique, je paye et je repars avec ce que j'ai acheté. Donc ok, on a le plus gros bloc du bilan, nos inventaires qui pèsent pour 33,7 milliards d'euros. La suite à l'actif, c'est qu'on a une liasse de plus de 16 milliards d'euros de cash, à opposer aux dettes de 10 milliards et de 3,3 milliards. Donc le cash, à lui seul, couvre les dettes. On est très content. Quand on voit ça investisseur, c'est super, c'est très rassurant. Et là où ils ont été très très bons Airbus, ils ont vraiment eu du nez, c'est quand on voit, je vous affiche la table des dettes, que la plupart des EMTN, bon vous inquiétez pas, on fera une vidéo sur ce que c'est un de ces quatre, et on va considérer que pour le moment c'est simplement un instrument de dette comme une obligue. Et donc je disais, ils ont été doués parce que toute leur dette a été émise en 2020 ou avant, à une époque où les taux d'intérêt étaient relativement faibles. La conséquence c'est que le coupon qu'ils versent est plutôt faible lui aussi. C'est maximum 2,49%, vous voyez. Ce qui reste très raisonnable. Juste on fera gaffe, en avril 2024, ils ont 817 millions d'euros à rembourser. Mais on s'inquiète pas trop, puisqu'on se rappelle qu'ils ont 16 milliards d'euros de cash. Et puis la dette va être relée, tout simplement. Ils vont émettre de la nouvelle dette pour rembourser l'ancienne. Ça, c'est une astuce bien connue. Alors à l'actif, on a aussi un gros bloc Property, Plant and Equipment, évalué à 17 milliards 200 millions, en hausse par rapport à 2022, donc bon signe, surtout quand on se rappelle dans la présentation du business que l'activité se porte au mieux et qu'ils souhaitent augmenter leurs efforts de production. Accessoirement, on notera qu'en plus des 16 milliards de cash qu'on a évoqués,
Airbus dispose d'une réserve de 4,7 milliards d'actifs financiers de long terme. Ça peut être typiquement des obligations d'État US. Et donc, en cas de nécessité, cette poche de 4,7 milliards peut constituer une ressource, quelque chose de facilement convertible en cash. Et l'intangible asset, donc l'actif intangible, pour pratiquement 17 milliards, c'est notre goodwill qu'on déteste. Mais ça va, si on le rapporte au total actif, ça représente que 14%. C'est beaucoup moins que Teleperformance, rappelez-vous de ma dernière vidéo. Donc là, on n'a pas lieu de s'inquiéter du goodwill, mais bon, quand on est sur deux boîtes complètement différentes, évidemment, on ne peut pas comparer aussi facilement. Maintenant, sur le passif, on a deux gros pâtés de 24,5 milliards et de 23,9 respectivement, qui concernent les non-current contract liabilities et les current contract liabilities. Combiné, ça fait pratiquement 50 milliards, allez, on arrondit, donc un énorme morceau du bilan. Alors de quoi il s'agit ? Ce sont les montants de dette qui surviennent dans le sens où Airbus a perçu de l'argent en avance pour des avions et du matériel qui leur a été commandé, mais ils ne l'ont pas encore livré. Donc il y en a pour 24,5 et 23,9 milliards de commandes à expédier pour lesquelles ils ont déjà été payés. Ces deux montants, au fur et à mesure que Airbus va livrer les avions, ça va diminuer graduellement en théorie. Mais en pratique, ça va stagner, parce que dans le même temps, ils vont recevoir de nouvelles commandes. Ils vont toucher par avance de l'argent des compagnies aériennes pour livrer de nouveaux A320 qu'ils vont produire, donc c'est bien une dette. Et au final, les 50 milliards, ça va plus ou moins rester pareil. Voilà pour le bilan, finalement assez sain, je reconnais, maintenant que je l'ai bien étudié, que l'entreprise est meilleure que je croyais. Pour ce qui est du cash flow statement, on a quand même 6,255 milliards d'euros de cash from operation. Là-dessus, pratiquement la moitié a été dépensée en capex, ce qui laisse un free cash flow de 3,2 milliards d'euros. Ici, la sortie de cash que vous voyez de 960 millions d'euros, faut pas s'inquiéter, c'est simplement un achat de titres financiers. Donc comme c'est un achat, de l'argent est sorti de l'entreprise. Mais à la place, ils ont un portefeuille d'obligations. Le fric a juste pris une autre forme. Mais on pourra à tout moment revendre ses obligues et récupérer du cash. Pourquoi la boîte fait ça ? C'est de l'optimisation tout simplement. Au lieu d'avoir du cash dans un contexte de taux d'intérêt élevé, Airbus préfère investir dans des obligations d'État et peut-être toucher un coupon de 4%. Dans l'idée, c'est ça. Là, idem, même chose pour 2,7 milliards. Ensuite, on a un paiement de dividendes de 1,4 milliard en 2023, donc en hausse par rapport à l'année d'avant. Très bien, donc très bien, voilà, pour les états financiers, je vous propose de basculer sur le chapitre dédié à l'action Airbus, dont je vous affiche le graphique. Alors ce que je vous affiche là, évidemment, c'est le graphique au soir du 10 mai, quand je prépare la vidéo. Ce sera certainement un peu différent de ce que vous avez comme chiffre là en ce moment quand vous regardez. Mais voilà, on a un titre qui s'échange à 160 €, en très belle progression. Depuis 2012, l'action a fait un très beau x8 hors dividende réinvesti. Donc ça fait une performance annualisée de 21%, je répète, hors dividende. Ce qui montre que c'est une action qui a très largement battu le marché. 21% de rendement, c'est extraordinaire. Malgré une crise Covid où le titre est passé en un éclair de 2 écarts types au-dessus de la droite de régression à 2 écarts types en dessous. Là comme ça, bim, instant. Airbus s'est repris et maintenant on est à nouveau en train de titiller les 2 écarts types au-dessus de la droite de régression. Donc d'un point de vue purement statistique, l'action a l'air quand même un peu chère. Après, elle a un PER de 25. Donc relativement à ses bénéfices, ouais, elle est chère. C'est pas abusivement cher non plus, c'est pas délirant, on n'est pas sur du Tesla ou du Nvidia. Mais voilà, on paye 25 fois les bénéfices, et en contrepartie, on acquiert une très solide entreprise. Par contre, ceux qui ont investi pile au creux de la vague, je vous le dis les amis, gardez l'action toute votre vie. C'était un timing exceptionnel. Vous avez acheté une très belle société pour une bouchée de pain. Comme quoi le marché est vraiment débile, n'ayez pas peur de lui, utilisez sa bêtise. Il y a des tas d'entreprises qui sont injustement valorisées, à la hausse comme à la baisse, et donc, avec une action comme Airbus, vous auriez facilement battu tous les indices, tous les ETF, et même Warren Buffett. Non mais vraiment, je vous demande de me croire, c'est pas dur de battre le marché. Faut pas voir le marché comme un objet optimal, diversifié, qui tend vers la perfection. C'est pour cette fausse raison qu'il y a tant de personnes qui sont obnubilées par l'investissement dans les ETF. Ils se disent qu'ils achètent le produit optimal qui contient tout, l'actif ultime. En vrai, non. Vous achetez le S&P 500,
Ouais, ça vous permet d'avoir du Nvidia en même temps et de profiter de la croissance de Microsoft, de Tesla, machin. Mais les amis, ne perdez pas de vue qu'acheter un ETF S&P 500, c'est aussi posséder peut-être 350 ou 400 boîtes dont vous n'avez jamais entendu parler. En queue de peloton dans un indice, surtout aussi grand que le S&P 500, il y a des espèces de Intel qui ont perdu 40% depuis janvier. Vous voulez vraiment être exposé à Intel ? C'est ça que vous faites quand vous achetez des ETF. Je vous le dis en toute transparence, je suis un grand adversaire des ETF. Je veux pas acheter un lot dans lequel il y a des daubes. J'achète pas des fruits en barquette pour me rendre compte à la maison que la moitié des kiwis sont pourris. Non, j'achète mes kiwis un par un. Pas de mauvaise surprise, les amis. Choisissez vos actions, choisissez les winners. Bref, revenons-en à nos moutons. Puisqu'on parle de l'action Airbus, parlons de son dividende qui s'élève à 2,80 €. Au prix actuel, ça donne un rendement de 1,75 €. C'est pas grand chose, c'est clairement pas le titre que vous achetez pour faire une valeur de rendement passif. Malgré tout, la bonne nouvelle, c'est que le dividende est en augmentation au cours du temps et que la société prévoit de le maintenir dans un payout ratio de 30 à 40%, pour être sûr qu'on aura de la place pour continuer à l'augmenter. Après, le dividende, c'est souvent une affaire de timing. Celui qui avait acheté l'action à 50 € en pleine crise Covid, avec un dividende de 2,80 €, ça lui fait un très joli rendement de 5,6%. Donc dans le cadre d'un PEA, ça peut être très intéressant. Et là, on adoptera une stratégie différente. Dans ces conditions, on peut conserver Airbus comme valeur de rendement. Faut vraiment rester agile. Comme on parle de l'action, ça serait bien de regarder qui sont les actionnaires, parce que Airbus, c'est un cas un peu particulier. Vous voyez qu'on a 3/4 de flottants, de gens comme vous et moi, et d'institutions, Amundi, Vanguard, compagnie. Mais on a tout de même 25% qui est piloté par 3 États, la France, l'Espagne et l'Allemagne. Là-dessus, il y a des raisons stratégiques, c'est qu'on est sur un secteur d'activité un peu touchy, la défense, et il ne s'agit pas de créer des missiles et des avions de chasse à tout va et de les vendre à des pays en dehors de l'Union européenne qui pourraient poursuivre des objectifs politiques différents des nôtres. Je suis pas là pour faire de la politique, mais équiper l'adversaire avec nos propres technologies, ça me semble discutable. Donc oui, les 25% du capital qui reste aux mains de l'État, ça s'explique. D'ailleurs, sur le volet défense, faut savoir que Airbus détient aussi 10% du capital de Dassault Aviation. Donc voilà, je dirais pas qu'on a une boîte d'État, mais l'objectif sur cette entreprise, ça sera les intérêts de l'Union européenne avant celui des actionnaires. Tout ça nous amène à la dernière partie de la vidéo, déjà, sur la stratégie à mettre en place sur ce titre, si on décide d'investir. Quel profil ? On est encore sur un stalwart. C'est le profil le plus commun. Il s'agit de sociétés qui ont une croissance correcte. On n'est pas sur du fast grower, souvent des startups qui croissent à des vitesses folles, mais on n'est pas non plus sur une grosse entreprise inerte qui n'arrive plus à progresser. Encore et toujours, allez voir la vidéo sur les 6 catégories d'actions de Peter Lynch. Du coup, sur les points négatifs, j'en ai pas trouvé beaucoup. Jusque-là, j'en ai pas parlé, mais c'est une boîte qui est très sensible au taux de change, car la plupart des paiements qu'elle reçoit sont libellés en dollars. C'est la monnaie internationale. Donc un avion qu'elle vend 100 millions d'euros, soit 107 millions de dollars, si le mois suivant, les 100 millions d'euros, ça lui rapporte que 103 millions de dollars, parce que le taux de change a bougé en défaveur, c'est embêtant. Et d'après le rapport, quand même 75% du chiffre d'affaires est libellé en USD. Donc le change, c'est quelque chose à surveiller, ça peut donner un peu de volatilité aux bénéfices. Autre chose, étant donné qu'on est sur un secteur un peu sensible, les États, qui contrôlent ensemble 25% du capital, on cherchera pas forcément à faire des profits records. Je vois pas Airbus tripler son chiffre d'affaires. Et donc, les profits risquent aussi d'en pâtir. On a des inventaires en hausse, c'est pas très bon signe. On n'est pas sur des niveaux alarmants non plus, mais on préférera que les inventaires soient écoulés et effectivement convertis en cash après livraison au client. Et le dernier point qui me gêne un peu, souvenez-vous, on est aux alentours de 2 écarts types au-dessus de la droite de régression. À ce niveau-là, ça correspond à un PER de 25. Donc ni sur un plan statistique, ni sur un plan fondamental, on peut pas dire que c'est pas cher. C'est cher. C'est pas délirant, mais ça reste quand même cher. Les points positifs maintenant, on a évidemment un moat exceptionnel. C'est l'une des boîtes au monde les mieux barricadées. On a vraiment un duopole avec Boeing. Aucune chance à court terme de les mettre en danger toutes les deux. Autre chose, on a un carnet de commandes bien fourni, de plus de 550 milliards d'euros à venir, avec des capacités de production qui ont été améliorées et de la recherche et développement en augmentation aussi. On a du cash, beaucoup de cash.
Assez pour éponger toutes les dettes, donc la boîte ne fera pas banqueroute de sitôt. Et en parlant de dettes, on se rappelle, ils ont été très bons puisqu'ils ont émis quand les taux étaient faibles, donc ça signifie qu'ils auront peu de coupons à rembourser. On peut signaler le dividende en croissance, avec un ratio de distribution que les dirigeants souhaitent maintenir entre 30 et 40%. Alors quelle stratégie sur Airbus ? Bon, si on veut investir, il y a deux options. Dans le cas où on l'a obtenu en plein creux Covid vers 50-60 euros, là vous pouvez conserver le titre et l'utiliser comme une valeur de rendement, car le rendement de votre dividende est très intéressant. Ou bien vous dites, après tout, l'action cote 160 euros à ce jour, donc j'ai déjà fait x3 sur ma mise. Comme c'est un profil stalwart, on aura une croissance contenue en toute logique. Donc inutile d'attendre et d'espérer faire x10. C'est pas demain que le titre s'échangera à 500 euros si vous l'avez eu à 50. Donc sur un stalwart, faire x3 c'est déjà super. Pour les autres, qui souhaiteraient l'acheter au prix actuel de 160 euros, même si c'est une très belle société, c'est peut-être pas le timing du siècle. On prendrait pas d'immenses risques à investir dessus dès à présent, voilà. Mais il y a sûrement mieux à faire ailleurs, sur d'autres boîtes. En tout cas, c'est le genre de société qui est intéressant de garder sous le coude. On a démontré que c'était une entreprise de bonne qualité, mais rien ne nous oblige à foncer dessus tête baissée. On peut attendre que les conditions de marché soient meilleures. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne. C'est une vraie motivation pour moi de voir qu'il y a des pouces bleus, des commentaires et de nouveaux abonnés. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et comme d'hab, je vous dis ciao la canaille.